Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous retrouverez à midi André Berkoff. On est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Vincent Lamkin. Bonjour. Vous êtes co-dirigeant de Comfluence. Vous êtes communicant. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Najwa El Haïté, élu d'Evry. Vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan. Bonjour. Et Laurence Marchand-Taillade. Laurence Taillade, bonjour. Vous êtes présidente du Parti républicain solidariste et vous venez tout juste de publier Être une femme en 2020, un livre dans lequel vous dressez le portrait d'une femme moderne, battante, qui aujourd'hui a parfois du mal à se retrouver dans cette société avec de plus en plus d'interdits, en particulier religieux, puisque c'est votre combat. Évidemment, le coronavirus, la crise du coronavirus, peut-elle sauver l'hôpital public ? On repassera cet échange entre Emmanuel Macron et des soignants et des médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On va parler des Césars. Est-ce que vous allez regarder cette cérémonie ? Est-ce que ça vous intéresse ? Qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour de Roman Polanski et le procès Fillon, dont on parle assez peu pour cause de coronavirus ? Pénélope Fillon qui a bien du mal à se défendre. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Laurence, commençons avec vous. Laurence Marchand-Taillade. Alors, moi, c'est un coup de cœur, en tout cas, une alerte. Les élections municipales, municipales vont avoir lieu, là, dans quelques semaines. Donc, on a des listes qui sont bien paritaires. Un homme, une femme, shabadabada, comme disent certains politiques. Sauf que la réalité est un peu plus cruelle. C'est-à-dire que dès que les élections municipales sont passées et que le maire a été désigné, on écarte immédiatement la deuxième personne de liste pour, évidemment, lui substituer un homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peine 16% des élus, des femmes qui sont maires, en tout cas 16% des maires qui sont des femmes plutôt, 28,5% des premiers adjoints qui sont des femmes, donc on voit bien que la moitié des femmes qui ont été élues sont écartées de ce poste, et plus on monte dans les fonctions, notamment dans les fonctions de communauté d'agglomération, et moins les femmes sont représentées. Donc mon coup de gueule, c'est espérons qu'aux prochaines élections municipales, le coup de la parité ne soit pas qu'un ersatz, et qu'il y ait réellement de la mixité, de la parité, et donc que les femmes puissent être première adjointe et maire. Oui, et donc c'est un peu, vous dites, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. Mais bien sûr, en fait, les partis politiques se sont toujours joués des obligations de parité. On voit bien que quand il y a des élections législatives, on va parachuter des femmes sur des circonscriptions ingagnables, ou alors elles seront suppléantes. Et lorsque les circonscriptions sont gagnables, évidemment, elles sont réservées à ces hommes qui sont nécessairement bien plus compétents que nous. Ouais. Najwa, vous qui avez une expérience politique. Oui, encore du boulot. Je rejoins ce qu'a dit Laurence sur cette question de parité en politique, mais on peut aussi parler du travail. Peu de femmes dans les COMEX. Donc les COMEX, c'est les organes de direction. Donc là encore, il y a aussi un sacré travail à faire. Je rappelle également les écarts de salaire à diplôme égal. Donc oui, il faut continuer le combat. D'autant qu'il y a deux lois, la loi Copé-Zimmermann de 2011 et la loi Sauvadet un an après, qui ont pourtant imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, mais aussi, on ne le dit jamais, c'est la loi Sauvadet, dans les associations, les fédérations sportives, les universités, les conseils d'administration des hôpitaux, normalement, et tous ces organismes sont en contravention avec la loi, parce qu'à part certaines qui sont très surveillées, CAC 40, etc., la plupart n'ont pas 40% de femmes dans les conseils d'administration. Mais Michel, quand on regarde la façon dont se passent les choses, moi j'ai le souvenir, il y a un an, de Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État en charge de ces questions-là, qui, au lieu d'agir, a publié une tribune demandant à ses collègues ministres d'agir de façon justement à ce que la loi Sauvadet soit respectée. À un moment, quand on est ministre, on ne publie pas des tribunes, mais on agit et on impose de façon totalement autoritaire, notamment l'égalité des salaires, parce que je rappelle que dans la fonction publique, il y a aussi une différence de salaire qui est inexpliquée. Et je voulais juste encore saluer nos amis finlandaise, parce qu'aujourd'hui en Finlande, la première ministre Sanna Marin et les 5 présidents de partis qui constituent la coalition actuellement au pouvoir sont toutes des femmes. J'avais fait un papier dans mon journal sur Belle Ouvre. Le vrai progrès, c'est le jour où on ne devra plus les compter. Voilà.
Voilà. Najwa, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors aujourd'hui, ce sera un coup de gueule. J'ai rarement l'habitude de critiquer les décisions de justice, mais là, exceptionnellement, je vais le faire ce matin. Je vais vous parler de l'affaire Adama Traoré. Ouais. Donc, c'est une affaire en cours. Donc, vous vous souvenez, c'est ce jeune qui est décédé à la gendarmerie de Persan, dans le Val d'Oise, en 2016, suite à une interpellation assez musclée. Eh bien, hier, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de reconstitution des faits que les parties civiles, donc au travers de leur avocat Maître Bouzrou, Yacine Bouzrou, avaient demandé. Donc c'est une décision juridique incompréhensible, d'autant que la procureure générale près de la Cour d'appel de Paris avait rendu une décision favorable à une telle reconstitution. Il en était de même également pour l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui avait qui avait également estimé que c'était nécessaire de faire cette reconstitution. Eh bien, la chambre d'instruction hier a rejeté cette reconstitution, donc on ne comprend pas très bien. Et heureusement, comme le rappelait Maître Bouzrou hier, cette décision n'a aucune incidence sur la procédure en cours, puisque cette reconstitution va bien avoir lieu. Mais voilà, c'est les parties civiles qui vont devoir financer. Enfin, il y a déjà eu plusieurs reconstitutions. Je ne connais pas à fond le dossier, mais pour avoir lu des choses, il y a déjà eu deux reconstitutions. Donc une troisième n'était peut-être pas essentielle. Alors je ne suis pas exact sur les chiffres, mais... Là, à ma connaissance, c'était une première reconstitution et plusieurs demandes ont été faites. Une première qui a été rejetée, je crois, en juillet 2019. Mais là, et donc Maître Bouzrou avec les parties civiles n'ont pas lâché et ont redemandé puisqu'il y a eu des refus. Et donc, de nouveau, ça a été rejeté. Alors, le maître Bosselu, qui est l'avocat de la défense des deux gendarmes, dit « Nous nous opposons à la reconstitution. Le dossier a été largement instruit avec de nombreux actes d'enquête. Ce qui fait débat aujourd'hui sont les causes de la mort. La reconstitution n'apportera rien de plus. » Il parle de nombreux actes d'enquête, mais pas de reconstitution en l'état. Mais bon. Allez, on passe à votre coup de gueule ou coup de cœur. C'est un coup de gueule. En fait, tout le monde est focalisé sur le coronavirus, ce qui est en partie légitime. Mais enfin, il se passe d'autres choses quand même très très graves. Et ce qui s'est passé depuis 24 heures entre la Turquie et la Syrie est vraiment, vraiment extrêmement grave, puisque les Syriens, donc les forces d'Hafez el-Assad, ont dans la région d'Idleb, au nord de la Syrie, bombardé des civils et tué une trentaine de militaires turcs. En riposte, la Turquie a décidé de riposter très violemment en bombardant de nombreux sites des forces syriennes. Mais en même temps, cette nuit, et ça nous concerne directement, le Conseil de sécurité extraordinaire présidé par Erdogan, le président turc, a décidé d'ouvrir les frontières de l'Europe pour laisser passer tous les migrants et surtout les djihadistes qui veulent venir en Europe sévir et de nouveau semer la terreur. On est vraiment à un moment absolument dramatique dans cette région, d'un conflit qui non seulement va probablement, alors là c'est vraiment parti pour aller vers un conflit entre la Turquie et la Russie, mais également avoir des conséquences en Europe. Ça fait déjà plusieurs mois que les frontières est-européenne, la Grèce notamment, sont de nouveau perméables à la venue de migrants. On le dit très peu, mais malheureusement il y a de nouveau des flux assez importants. Et là, ça va malheureusement s'accélérer. On est vraiment à un moment très très important du conflit régional et je crains qu'on le paye très cher dans les semaines et les mois qui viennent en Europe. C'est vrai qu'on en parle assez peu. Vincent, pour vous, c'est... Moi, je tenais à exprimer un coup de cœur... envers notre agriculture, c'est le salon de l'agriculture, c'est le moment de le faire. Je dois juste vous dire que tout le monde voulait faire un coup de cœur sur l'agriculture ce matin. Donc j'étais le premier à tirer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comme vous êtes le petit nouveau, on s'est dit on va lui laisser le. C'est gentil, c'est gentil. Lui laisser son coup de cœur. Vous allez voir, je vais le faire avec. Il y a intérêt à bien le faire. Oui. Mais c'est un coup de cœur que c'est un coup de gueule. J'ai envie de dire côté face. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'agriculture, elle est un peu sortie des radars pendant longtemps. Depuis quelques années, on redécouvre que c'est un secteur qui est stratégique et vital, bien sûr pour notre
alimentation, notre santé, notre plaisir, mais aussi pour nos territoires, notre environnement, notre économie au sens large. On a une agriculture qui est une fierté française, par sa diversité, par sa qualité, par sa productivité. On a quand même des champions internationaux dans toutes les grandes filières du monde agricole. Et pourtant, on a quand même vraiment le sentiment, quand on s'intéresse de près au sujet, que les pouvoirs publics et certains détracteurs du monde agricole aujourd'hui, par leur prise de position, par des réglementations, par des taxations, ne favorise pas à sa juste mesure et aux justes défis qui sont devant le monde agricole les accompagnements qui devraient être faits. Je pense notamment à une décision récente du Conseil d'État sur la sélection variétale qui fait l'unanimité contre elle dans le monde agricole. Et pendant ce temps-là, on a beaucoup de pays à travers le monde qui, au contraire, innovent, investissent, soutiennent leur agriculture. Et j'en conclurai par là. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on pleure demain sur notre agriculture comme on pleure aujourd'hui sur notre industrie. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc voilà, c'était pour ça que c'était à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, parce que je pense qu'il y a un besoin quand même d'être plus... C'est un peu ce qu'on disait hier, puisqu'on a évoqué le sujet, et avant-hier, on était au Salon de l'Agriculture. C'est cette unanimité au moment du salon, assez peu suivie des faits. Oui, on fait des grandes déclarations d'amour à nos agriculteurs, sauf que dans la réalité... absolument. Najwa, vous voulez réagir ? C'est vrai que ce coup de cœur est bienvenu, d'autant, comme vous le rappeliez, ce secteur est en grande souffrance, et je rappelle simplement un taux de suicide très élevé. Un jour sur deux, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Et donc, allez voir le film Cyril, 30 ans, 20 vaches, qui est sorti mercredi au cinéma, et qui est en fait un reportage sur la vie d'un agriculteur qui est absolument sidérant, parce que là, on découvre la réalité de la vie des agriculteurs, qui est loin d'être rose. C'est pas la campagne. Voilà, c'est quelque chose. C'est un aspect important. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'était un peu aussi le sens de mon propos, c'est-à-dire que je pense que c'est un secteur qu'on ne peut pas tenir à l'écart de l'innovation. L'agriculture, ce n'est pas un secteur qu'on peut tenir à l'écart de l'innovation. Ils sont très innovants, les agriculteurs. Ils le sont, et je pense qu'ils aspirent à l'être, et qu'effectivement, on a tendance parfois sur certains sujets à faire que la polémique freine de manière saine le débat sur certains sujets d'innovation. Et je pense que c'est important aussi de savoir mettre les pieds dans le plat dans certains sujets, parce que c'est l'avenir de l'agriculture qui est en jeu. A signalé aujourd'hui la sortie, c'est sans aucun rapport, de la bougie du sapeur. C'est le seul quotidien qui sort tous les 4 ans. Alors c'est un journal qui existe depuis 40 ans, qui a été repris par Jean Dindy. C'est une curiosité journalistique, ce que dit Le Point. Il y a 20 pages de calembours, de jeux de mots. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter, parce que d'abord, ce sont des numéros assez rares. C'est né en 1980 d'un gag, la bougie du sapeur, en référence à un personnage de bande dessinée de la fin du 19e siècle, le sapeur Camembert. Et donc, il y a une dizaine de bénévoles qui s'amusent. Il y a des interviews. Il y a une interview imaginaire de Thierry Leluron. Il y a plein de choses dedans. Donc, un journal qui paraît tous les 4 ans. Allez-y, allez l'acheter en kiosque, c'est assez marrant. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler entre autres du coronavirus. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur le coronavirus. J'avais quand même un coup de gueule. Ça se passe au Québec, où la censure ou la connerie, il n'y a pas d'autre mot, fait des ravages. Je ne sais pas si Félix Leclerc, ça vous dit quelque chose. C'est un grand chanteur, poète québécois qui est décédé maintenant. Et donc, une de ses chansons était enseignée dans un lycée, dans une classe. Et un parent d'élève a protesté contre une de ses chansons. Écoutez ce qu'il chantait. La chanson s'appelle les 100 000 manières de tuer un homme. Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler en lui donnant de l'argent. Voilà, donc stigmatisant pour les chômeurs. Un parent s'est plaint et la maîtresse, l'enseignante a dit arrachez la feuille de la chanson et jetez-la à la poubelle. Donc ça fait beaucoup de bruit au Québec, et Mathieu Bock-Côté a rédigé un édito sur le sujet, sur cette hypersensibilité d'un parent, la bêtise, la lâcheté de l'établissement. Vous en avez entendu parler, donc voilà, donc c'est une fois de plus cette espèce de dictature du politiquement correct, et puis de raisonner sur un texte des années 70 avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, très énervé par ce sujet. Coronavirus, autre stupidité, on peut le dire, c'est la baisse des ventes de bière Corona. La marque Corona est sous pression. L'image, donc, selon un sondage YouGov, dégringole, et ce depuis la médiatisation du coronavirus.
coronavirus, une confusion entre le virus et la marque de bière. Peut-être que les gens vont arrêter aussi de manger des pizzas, des pâtes. Oui, non, mais c'est ça, il y a eu les restaurants chinois, etc. Enfin, mais la Corona... La bêtise n'a pas de limite, malheureusement. Voilà. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. Je rencontrais un futur confrère et il me disait, je disais, mais ce virus, j'arrive pas à retenir le nom. Et il me dit, vous savez ce que vous faites ? Vous retenez le nom de la bière, Corona. Vous pensez à Corona, coronavirus. Et vous avez résumé exactement le Donc, fait qu'on lit la bière. C'est fou, non ? Vous qui êtes communicant, c'est dramatique pour une marque, non ? Ce genre de choses. Oui, mais je ne savais pas, par contre, qu'il y avait eu un impact, effectivement, sur les ventes. Ça, vous l'apprenez, par contre. C'est assez... Chirac a fait monter les ventes et le coronavirus aurait fait baisser. C'est vrai, absolument. Donc, le corona... Chirac était moins viral que le coronavirus. Quoique, en France. Le coronavirus, donc la crise sanitaire, peut-elle rendre plus visible la colère des hospitaliers ? Hier, Emmanuel Macron s'est rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des médecins l'ont interpellé sur la crise à l'hôpital. Je vous propose de réécouter l'échange qu'a eu Emmanuel Macron avec un médecin neurologue. Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. On est vraiment au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Bonjour. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch, qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez vu la séquence. J'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était KO debout face à ce médecin. Le médecin, il a dit au médecin pour toute réponse, il a exprimé quelque chose, mais il a dit « je compte sur vous ». Et le médecin lui a répondu « nous aussi, on compte sur vous ». Et j'ai trouvé que cette réponse était un peu sidérante, Laurence Taillade. Plus sidérante encore, c'est que à un moment, Emmanuel Macron rejette la faute sur les politiques qui ont été menées avant lui. Effectivement, il y a eu des politiques désastreuses, notamment la tarification à l'acte, qui a totalement démantelé le système de santé français. Mais pour autant, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis presque 3 ans. Les décisions qu'il a prises sont désastreuses, ne sont pas suivies d'effet pour l'instant parce que il va falloir former des médecins. Et en l'occurrence, on a un autre souci, c'est le manque de vocation chez les médecins pour travailler dans le secteur public. Donc ça ne suffit pas de dire on va recruter, il faut aussi qu'il y ait des gens qui souhaitent travailler dans le secteur public. Et aujourd'hui, il y a très peu de médecins qui acceptent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins bien rémunérés dans le secteur public que dans le privé. Alors, non seulement qui acceptent, mais il y en a qui démissionnent. Oui, il y en a qui démissionnent en plus de leur... Voilà. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une réduction du nombre de lits ouverts aux patients parce qu'il n'y a plus assez de médecins pour les soigner, pour les recevoir. Moi, j'étais un peu partagé avec cette séquence dans le sens où, évidemment, la crise du coronavirus en soi, c'est un problème, c'est un sujet, c'est une crise qui est déjà importante parce qu'il y a un peu panique chez tout le monde. Et en même temps, ce que le médecin soulignait, c'est un autre problème que le coronavirus et la façon de le gérer. La réalité, c'est que la France est certainement un des pays au monde le mieux équipé, malgré tous les problèmes de l'hôpital, malgré tous les problèmes budgétaires, malgré tous les problèmes de reconnaissance du secteur, pour gérer cette crise. Mais à quel prix ? En même temps, je comprends évidemment le médecin qui saisit l'opportunité en croisant le président de la République de lui dire, entre guillemets, ces 4 vérités, parce qu'il y a aussi une urgence sur l'hôpital public et que si la crise devait prendre des proportions plus graves, on aurait certainement des difficultés à les gérer, mais encore une fois, certainement moins mal que la plupart des autres pays qui sont touchés par le coronavirus. Le président a dit, je ne suis pas dans le déni, je sais que vous avez le sentiment que ça ne va pas assez vite, ce que vous vivez justifie à aller plus vite et plus fort, donc je serai au rendez-vous. Il y a déjà des mesures d'urgence qui ont été prises à plusieurs reprises, où elles ne sont, je vous entends sans doute pas à la hauteur de la crise et de la pression qui est sur l'hôpital public, en particulier à la PHP. Alors oui, je rebondis là-dessus, il ne faut pas nier la grande fragilité de l'opinion publique, et vous le rappeliez justement, ce médecin a eu des mots très très forts et très sévères vis-à-vis du président de la République. Il a comparé l'état de l'hôpital à Notre-Dame. Mais là où je ne comprends pas, je vais vous dire, c'est qu'en effet des mesures ont été prises. Je les ai sous les yeux. Une prime annuelle de 800 € doit être attribuée à quelques 40 000 infirmiers et aides-soignants. Le budget des hôpitaux va bénéficier d'un coup de pouce de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, dont 300 millions dès 2020. Quoi d'autre ? Vous avez l'État qui s'engage à reprendre 10 milliards d'euros de la dette sur 30 milliards. Donc ça, c'est pas
des mesures anodines, c'est des mesures fortes. Et le problème, c'est que sur le terrain, ces mesures, parce qu'elles ne sont pas. Alors, mais le problème, c'est qu'on est obligé de marquer une toute petite pause. On se retrouve tout de suite, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, coronavirus. Est-ce que l'hôpital aujourd'hui est prêt à accueillir les patients? Est-ce que notre système de santé peut, à l'occasion de cette crise, se remettre en cause? On en parle ce matin avec vous, avec Vincent Lamkin, co-dirigeant de Confluence, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Najwa El Haïté, élue d'Evry, Laurence Marchand-Taillade, présidente du Parti républicain solidariste. Et vous venez de publier Être une femme en 2020. Et votre livre, Najwa, c'est Laïcité et République chez l'Harmattan. Vincent Lamkin, sur le sujet donc des hôpitaux. Sur l'hôpital, je voulais faire 3 remarques de fond. Premièrement, la question des moyens qui est toujours essentielle. Elle ne dédouane pas d'une réflexion sur l'efficience. Et on voit bien que ce qu'on voit aujourd'hui sur l'hôpital, c'est comme ce qu'on a vu sur l'école et ce qu'on voit sur l'école. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à niveau moyen élevé, on a mécaniquement une hausse de réponse à la qualité des réponses qui sont attendues. Deuxième remarque, il y a quand même un problème aussi de gouvernance sur le temps long des décisions qu'on veut prendre. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui à l'hôpital, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais plusieurs personnes s'en sont émues. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, parce qu'on freine effectivement sur certains moyens donnés, on embauche de plus en plus d'intérim, on loue de plus en plus de matériel là où traditionnellement il y a de l'achat aussi. Et donc du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et de la même façon, vous évoquiez tout à l'heure la question des médecins. Il y a aussi un problème sur le numerus clausus. Pendant très très longtemps, on l'a fermé de manière excessive et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce à quoi on arrive avec la démographie médicale, c'est qu'on risque de manquer de médecins. Pas seulement à l'hôpital, globalement. Dans les hôpitaux de province, on a principalement des médecins étrangers. Il faut du temps. Et puis les médecins ne veulent plus aller dans les hôpitaux. La problématique, c'est qu'ils partent tous dans le privé ou dans des labos où ils ne veulent plus avoir la vie qu'ont eu leurs aînés. Et puis dernière remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a aussi le sujet de l'hôpital, on ne peut pas l'isoler, et il s'inscrit dans la question du système de santé globalement, et qu'on voit bien qu'il y a un enjeu sur le parcours du patient qui est particulièrement important sur la question des urgences. On sait très bien qu'effectivement il y a un problème aussi de bonne adéquation avec l'ensemble de la médecine de ville. On sait très bien aussi qu'il y a un problème de surconsommation des urgences par les Français, et je pense que là-dessus il est important aussi d'appréhender le problème dans sa globalité, parce que c'est aussi en prenant compte ces éléments connexes qu'on peut aussi aider l'hôpital à être moins surchargé notamment. Oui, mais il faut une volonté politique. Vous avez cité des chiffres, Najwa El Haïté, et des mesures qui étaient annoncées en novembre dernier. On a Fabien en ligne avec nous. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Écoutez, moi je voulais parler du sujet, là on est en plein dedans. Effectivement, le gros problème de l'hôpital public, ça date pas d'aujourd'hui, ça a commencé comme vous le disiez tout à l'heure avec la T2A, donc la financiarisation de la santé. D'ailleurs, il y a un article assez sympathique du Monde de 2018 sur la financiarisation de la santé. Et au nom de l'Europe, nous sommes prêts à assassiner le système de santé français. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec cette T2A, il a suivi dans les années précédentes au niveau des GOPE, les grandes orientations de politique européenne, il y a eu de demander la libre concurrence. Et cette libre concurrence, en fait, nous a amené à devoir mettre en concurrence notre système de santé de l'hôpital public en concurrence avec les cliniques privées. Il faut savoir que moi j'ai été syndiqué à la CFDT, il faut savoir aujourd'hui que 50% des cliniques privées en France sont détenues par des fonds d'investissement étrangers, notamment américains. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire soigner dans ces endroits-là, ce qui se passe, c'est que la sécurité sociale rembourse les frais à la clinique privée, et sur ce montant qui est remboursé, il y a à peu près 15% qui part dans des pays étrangers. Donc déjà, on se fait un petit peu voler notre propre argent. Deuxièmement, ensuite, cela entraîne donc le fait que dans l'hôpital public, on est en concurrence avec les cliniques privées, on se fait de mieux en mieux soigner dans les cliniques privées parce qu'il y a les moyens, et de moins en moins bien dans l'hôpital public. Donc les gens vont vers le privé, ce qui est normal, on a envie d'être bien soigné. Sauf que c'est la politique qui a été choisie qui nous met dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a choisi par les traités européens une libre concurrence, et si on n'applique pas ceci, nous allons nous retrouver en défaut de paiement, et on va avoir des sanctions financières. Mais c'est la même chose pour la SNCF, les retraites avec BlackRock.
Tout est pareil. La libre concurrence nous entraîne à la destruction des services publics. Donc, la seule et unique manière d'arrêter tout cela, c'est de sortir des traités européens par le Frexit. C'est ce que propose M. Asselineau depuis tant d'années. Moi, je suis infirmier depuis tant d'années. J'ai pu m'apercevoir des problèmes qu'il y avait par rapport aux informations que j'ai eues auprès de la CFDT, que j'ai quittée parce que vous ne vous reconnaissiez plus, je ne me reconnaissais plus. C'est un syndicat pro-européen. Comment voulez-vous qu'on trouve une solution? Alors, je sais pas si ça, pardon de vous couper, Fabien, je ne sais pas si ce sera la solution concrète au problème de l'hôpital public. En tout cas, vous évoquez effectivement ce problème des cliniques privées. Non, moi je voulais juste compléter ce que disait l'auditeur. Il y a quand même, ce ne sont pas que des fonds de pension américains qui détiennent les maisons de retraite en France, parce que quand même, les principaux groupes leaders sont des groupes français. C'est Orpea et Korian. Ce sont des groupes français. Ils ont peut-être quelques actionnaires internationaux, mais ils sont français. Et en plus, ironie de l'histoire, c'est qu'ils exportent entre guillemets beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a énormément de maisons de retraite dans le monde entier qui sont construites par ces groupes français, et notamment dans un pays qui est la Chine, qui recourt beaucoup à ces deux groupes pour construire des maisons de retraite en Chine. Donc voilà. Mais après, quand on voit l'état dans lequel nos aînés sont accueillis, hébergés dans les EHPAD, et qu'on sait qu'en fait ce sont des groupes privés qui gagnent beaucoup d'argent avec, c'est vrai qu'on serait en droit de demander que d'une partie de la rentabilité soit affectée à l'amélioration des conditions d'hébergement de nos aînés. Mais pour revenir à ce que disait Vincent Lamka, on a une auditrice, Daphné, qui nous dit c'est la même chose pour les infirmières en libéral. Elles gèrent leur emploi du temps, leur salaire est du simple au quadruple, et même plus suivant, et en suivant une patientèle. Et ce n'est pas... voilà. C'est comme pour les médecins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital public n'est pas valorisant. Et elle dit, la vocation, c'est bien, mais ça ne remplit pas le frigo. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut réviser tout ça. D'abord, je voudrais revenir sur les déclarations de l'auditeur. C'est qu'il y a toujours eu un secteur privé, conventionné ou non conventionné, c'est-à-dire qui pratique des dépassements. Les dépassements ne sont pas financés par la sécurité sociale. Je rappelle qu'il y a un ticket sécurité sociale, que vous alliez dans le privé ou dans le public, il est le même. Les dépassements sont financés par la mutuelle ou par vos propres soins. Donc il faut quand même rappeler les choses. En l'occurrence, effectivement, là où il y a subventionnement dans les cliniques privées, c'est lorsqu'elles ouvrent des services d'urgence, puisque de fait, elles ont droit à un subventionnement public. C'est le seul subventionnement qu'on pourrait effectivement contester. Maintenant, sauf que c'est une mission de service public. En ce sens, vous avez raison. C'est une mission de service public, il faut le rappeler. Voilà, il faut, et je pense que c'est important de le rappeler. Donc, qu'il y ait un secteur privé, je pense que c'est logique et normal. Maintenant, la question, c'est la question de la médecine à double vitesse, et c'est aussi la question des médecins qui souhaitent s'extraire finalement d'une obligation de service public, parce que le financement de 10 ans d'études d'un médecin devrait peut-être à un moment de donner suite à une obligation de service public de 5 ans, 10 ans. Je rappelle qu'une année d'études à la fac, c'est 10 000 euros. Donc un étudiant qui a bénéficié de 10 années d'études à la fac, alors je sais, ils font des gardes. Oui, c'est plus que 10 000 euros. C'est 10 000 euros. C'est à peu près, c'est en moyenne 10 000 euros. C'est en moyenne 10 000 euros. Donc un étudiant, certes, a fait des gardes et est peu rémunéré pendant ses gardes, mais ça fait partie de son cursus de formation, comme des apprentis, par exemple. Mais je pense qu'à un moment, le médecin, il doit rendre au service public ce que finalement la collectivité lui a accordé. Pour revenir au coronavirus, Michael fait une remarque intéressante. Il dit: j'ai l'impression que ce virus remet en cause beaucoup de choses dans notre pays. Manque de moyens dans les hôpitaux publics, relocaliser l'industrie pour ne pas être dépendant de la Chine, remise en cause de la politique libérale de Macron. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la dépendance qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la Chine. Et puis, oui, le manque de moyens. Donc, c'était un peu la question de départ, de savoir si cette crise-là va faire qu'il y aura... Oui, en même temps, on voit bien que la France est considérée comme l'un des pays les mieux préparés justement à affronter un virus comme celui-ci. Donc on voit bien qu'on a quand même un système de santé qui demeure très très performant. Et pour en revenir sur la remarque de l'auditeur, mais là c'est une conviction qui n'engage que moi. Je pense que c'est très toxique dans notre pays, parce qu'on aime le faire souvent, d'opposer public et privé. Je pense qu'il y a une articulation vertueuse à trouver entre les deux. Et je pense que la responsabilité d'un problème n'est pas forcément à chercher dans un autre camp. Donc
je pense que là, c'est important quand même de garder en tête qu'on a un système qui demeure performant, 2, qu'il est effectivement très menacé et qu'il y a des mesures urgentes à engager, et 3, que sur le coronavirus, je crois qu'on est quand même plutôt considéré comme un pays de manière internationale quand même plutôt très très bien préparé. Plutôt bien préparé. On verra effectivement comment les choses vont avancer. C'est vrai qu'on apprend au fil des heures, et c'est ce que disent les médecins, une vérité est vraie à une heure précise, elle ne l'est pas une heure plus tard. Et là, on voit que, par exemple, la Suisse vient d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. La Mecque a interdit le pèlerinage, en fait. Et nous, on autorise les matchs de foot. Le gouvernement japonais... Et le carnaval de Nice, absolument. Ça a été annulé. Non, la dernière journée seulement. La dernière journée. Ce qui peut est un peu incongru. Et le carnaval de Nice, mais peut-être que la dernière journée rassemble plus de monde. Et le Premier ministre japonais qui joue très très gros, parce qu'il était vraiment confortablement assis sur son pouvoir, a décrété à la surprise générale la fermeture des écoles, collèges, lycées, pendant tout un mois. Ce qui a vraiment surpris tout le monde et paraît un petit peu irrationnel, parce qu'en plus les enfants sont heureusement prémunis contre le coronavirus. Voilà, ça a surpris. Ceci pour dire que quand même, il y a aussi des grandes entreprises qui commencent à annuler des conférences. Moi, il y en a une, je veux citer, L'Oréal, qui organise la semaine prochaine une grande conférence annuelle pour la Journée de la femme, où ils font venir des femmes du monde entier, à l'UNESCO, qui a décidé il y a déjà 5 jours d'annuler cet événement. On aurait pu se demander s'il n'y aurait pas eu d'autres manières de maintenir l'événement, tout en faisant venir les participantes en principe de précaution ou protection de l'image, ne pas vouloir prendre le risque d'entacher l'image. Après, les deux se mélangent. C'est-à-dire que moi, je pense dans son dernier livre, il a une formule, je trouve, Pascal Bruckner, assez heureuse. Il dit que la prudence est devenue l'autre nom de l'affolement. Je pense qu'on est un peu dans cet exemple-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a un peu des injonctions contradictoires. On nous dit le coronavirus, finalement, c'est pas plus qu'une grippe. Et d'un autre côté, on a des mesures très, très disproportionnées. Et on est un peu comme des enfants qui voient des parents leur dire c'est pas grave, mais qu'il s'agit d'une telle façon qu'on s'inquiète un peu. Et donc, c'est vrai que là-dessus, effectivement, je pense que c'est ce principe de précaution, vous avez raison de l'évoquer ici, Valérie, c'est-à-dire qui, à mon avis, pèse beaucoup, mais qui peut apparaître effectivement. Alors, le problème, c'est que s'il ne se passe rien, on dira que c'était disproportionné. S'il se passe des choses graves, on dira qu'on n'en a pas fait assez. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a un écart. Il y a un peu d'affolement quand même. Il y a, je pense, deux niveaux de traitement de la question. Il y a le niveau politique où les responsables politiques ne veulent pas être tenus pour responsables s'il y a propagation. Et puis, il y a une question sanitaire qui est à traiter. Et dans le traitement qui a été fait, notamment du match de foot qui devait avoir lieu il y a 2 jours à Lyon, on voit bien qu'il y a une incohérence sur les deux plans. Oui, sur les deux plans. Brigitte nous dit que le salon de l'automobile de Genève est également annulé le 15 mars prochain, donc on sent qu'il y a vraiment des mesures, mais en France, on ne voit pas ces mesures-là. Il se maintient. Il y a le salon mondial aussi du tourisme dans 10 jours, dans 15 jours à Paris. C'est une catastrophe pour à mon avis, on peut s'attendre à ce qu'il soit annulé rapidement, mais encore une fois, est-ce que ce sont des mesures de santé publique ou de précaution, ou est-ce que c'est pas un peu céder à l'affolement, prendre prétexte aussi la crise du coronavirus pour faire des économies budgétaires dans certaines entreprises. Enfin, par exemple, moi, ça fait 15 jours qu'il y a une grande entreprise française qui a annulé les vols Paris-New-York. Enfin, franchement, entre Paris et New York, il n'y avait pas de risque. Quelle compagnie ? Je préfère pas la citer pour le moment. Ah bon ? Paris-New York, Paris-New York, c'est un peu étrange. Les collaborateurs n'ont pas pu y aller. Autant Paris-Hong Kong, je comprends. Mais... Non, Paris-New York. Et ce que se disent certains collaborateurs dans des grandes entreprises, c'est que c'est aussi pris comme un prétexte pour digitaliser un maximum de réunions. Mais c'est ce que disait notre auditeur, c'est-à-dire que ce virus risque d'avoir des effets là où on ne les attend pas. Est-ce que c'est pas une opportunité ? Enfin, il faut regarder aussi l'aspect positif des choses, c'est que effectivement avec les moyens numériques, on a parfaitement les moyens d'éviter des grands rassemblements, des réunions, des déplacements en avion, peut-être relocaliser justement pour éviter que des cargos se déplacent. Je rappelle qu'un cargo qui se déplace, c'est l'équivalent de 500 000 voitures. Donc c'est aussi peut-être une opportunité écologique. Et puis
apprendre aux gens à se servir du numérique pour changer leurs habitudes. Vous êtes sûr que c'était un Paris-New York, que c'était pas un Milan-New York? Je suis en train de regarder, je vois le Milan-New York. Je vérifierai, je vous le dirai, Valérie. Parce que je vois pas de vol, ça me paraît assez étrange, parce que justement il y a des gens qui se plaignent. Ce matin, Mathieu Alterman, qui vient régulièrement dans l'émission, disait que lui voulait annuler un voyage en Thaïlande et que Air France refusait pour l'instant de rembourser ou d'annuler ses voyages. Mais c'est vrai que le secteur du tourisme est particulièrement touché parce que y a une peur et une angoisse évidente et que beaucoup de gens annulent leur voyage. On se retrouve dans un instant. On va peut-être dire quelques mots quand même des Césars, 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop, qu'on en parle trop? Est-ce que c'est un sujet important? Roman Polanski a donc décidé de ne pas assister à cette cérémonie. On vous en parle, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff ce soir, cérémonie des Césars dans un climat pour le moins compliqué. 45e cérémonie des Césars, polémique, démission, accusation contre Roman Polanski. Bref, très compliqué même paraît-il de trouver des remettants. Apparemment Florence Foresti, ce que j'ai entendu ce matin, aurait menacé de ne pas présenter la soirée si Roman Polanski assistait à la cérémonie. Qu'en pensez-vous? Hier, donc, Roman Polanski a annoncé qu'il n'irait pas à cette cérémonie. D'abord, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop, qu'on en parle trop? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un symbole du cinéma français? Najwa, vous en pensez quoi, Najwa El Haïty? C'est vrai qu'on revient toujours à la question, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, etc. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que les femmes qui ont j'allais dire, pointé du doigt Roman Polanski par rapport à des agressions sexuelles, les faits sont prescrits. Donc, on ne peut pas attendre de la justice qu'elle décide de quoi que ce soit, puisque les faits sont prescrits. Donc, j'allais dire, mais par contre, je rappelle tout de même qu'aux États-Unis, il n'y met pas les pieds parce que y a toujours une procédure en cours depuis 77. Même si la victime aux États-Unis a, j'allais dire, laissé tomber sa plainte, il n'en demeure pas moins que le procureur aux États-Unis maintient la procédure. Donc, tout ça pour dire que moi, pour ma part, je suis pas dans la censure. Je laisse le choix aux personnes d'aller voir son film J'accuse. Après, moi, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très très bien. De la récompense. Qui pose, la question de la récompense, il est par rapport à son œuvre, par rapport à. Polémique. Comment ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que son film a extrêmement bien marché. Ça, c'est une réalité. Après, moi, j'allais vous dire, voilà, je ne suis pas dans la censure. Les gens qui veulent aller voir ce film, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait puisqu'il a très bien marché. Ensuite, le fait qu'il n'aille pas au César, j'allais dire, il n'avait pas trop le choix, puisque il y avait des mouvements féministes. D'ailleurs, je crois l'un d'entre eux manifeste aujourd'hui, qui va manifester à devant 18h. Donc, en plus, comme vous le disiez, Valérie, personne ne souhaite lui remettre son César. Donc, en gros, il n'avait pas d'autre choix que de ne pas y aller. Sinon, j'allais dire, il allait passer un séjour assez mouvementé. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, Vincent Lamka. La question sur la séparation de l'artiste et de l'œuvre, effectivement, on l'a beaucoup vu avancer. Moi, je pense que là où c'est pas une bonne façon de poser le problème, c'est qu'on n'a jamais vu un artiste qui est exonéré de rendre compte à la justice parce qu'il aurait été un grand artiste. C'est-à-dire que quand un artiste finalement commet un crime de droit commun, il est comme n'importe quel justiciable, il rend des comptes devant la justice. Donc je pense que le débat sur l'œuvre et l'artiste, il nous emmène... Mais sur cette affaire-là, c'est que l'État français l'a protégé. Oui, parce que les faits sont prescrits. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que la justice. Mais c'est pas que l'État français l'a protégé, c'est qu'aujourd'hui. Bien sûr que c'est. Il y a un mandat, il y a eu une demande d'extradition et aujourd'hui, il est toujours sur le territoire français. C'est autre chose. Non, mais c'est vrai que du point de vue de la justice, c'est important. Je crois que c'est important de se placer parce que sinon, le problème que moi je vois, c'est que il faut sortir des cas particuliers. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, on est face à quelqu'un qui, s'il ne viendra pas effectivement au César, c'est pas parce que c'est un hors-la-loi ou que la justice ou la police le recherche. C'est parce qu'effectivement, à un moment donné,
et quelles que soient les convictions qu'on ait à titre personnel. Mais c'est une forme de tribunal populaire qui, du coup, dicte les choses. Et moi, je peux rattacher ça même à des problématiques qu'on a vues des universitaires qui ont été empêchés de pouvoir donner des conférences. Je pense à Sylviane Agazinski, on en avait pas mal parlé à l'époque. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la loi qui effectivement tranche les positions que les uns et les autres ont à tenir par rapport à la société, ou est-ce qu'à un moment donné, des tribunaux populaires s'insinuent pour effectivement décréter. On peut bien sûr, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur l'affaire, chacun peut effectivement considérer que Polanski n'est pas quelqu'un de fréquentable. Mais après, la question est de savoir, c'est est-ce que effectivement, où est la limite après pour décider par communauté. À mon avis, la limite, c'est comme avec Matzneff, et c'est peut-être un peu ce que suggérait Valérie, expert tout à l'heure, c'est que peut-être par décence, et par respect pour la cause des femmes, de ne pas en faire trop, c'est-à-dire d'écarter un petit peu de la lumière médiatique un homme ou une femme à qui on reproche des faits condamnables. Laissons l'œuvre prospérer, chacun est libre d'aller la voir, mais faisons pas des tartines pour mettre en lumière un homme ou une femme qui a à qui on peut reprocher des comportements répétés. C'est comme avec Matzneff, les gens ont le droit de dire Matzneff, mais c'était pas la peine que Bernard Pivot rigole avec lui sur un plateau en disant les jeunes filles, c'était pas le terme qu'il a employé, c'est votre truc, voilà. C'est ça qu'on peut reprocher. Donc de programmer, entre guillemets, de sélectionner le film de Polanski, c'est ça qui, à mon avis, a fait éclater tout, c'est que le mettre tellement en avant dans la sélection, c'est ça à mon avis qui a choqué. Je pense aussi qu'il y a un enjeu derrière dont on parle assez peu, c'est qu'il y a une rivalité entre des films, je pense. Polanski qui représente aussi un cinéma bourgeois, plus classique, et un film comme Les Misérables par exemple, qui a aussi eu un très gros succès et qui est en lice aussi pour les Césars. Il y a un climat malsain, nauséabond actuellement, et c'est tout ça qui révèle aussi cette affaire. En tout cas, la question que vous avez posée, moi, oui, je regarderai la cérémonie des Césars. Vous pensez que ça fera plus d'audience ? Je la regarde tous les ans, et je pense que ça va faire beaucoup plus d'audience. Plus d'audience parce que les gens vont attendre le. Mais je la regarde tous les ans. Hein. J'aime bien ce. C'est la seule fois de l'année où je regarde Canal+. Yamina en ligne avec nous. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Merci de me prendre en ligne. Vous allez regarder les Césars ce soir ? Bien évidemment que je vais regarder. Et je trouve la polémique totalement déplacée pour deux raisons. Moi, je fais la distinction entre l'homme et son œuvre. Bien évidemment que les faits qui sont reprochés à l'homme sont d'une extrême gravité et sont condamnables à ce titre. Mais c'est à la justice de juger. Et non aux féministes ou aux hommes tout simplement. Sauf que les faits sont prescrits, donc il n'y a plus aujourd'hui de possibilité en France. L'affaire est toujours, il me semble qu'aux États-Unis, il est toujours... mais comme il n'y va pas, il peut pas être jugé. On est bien d'accord, je sais très bien qu'il n'y va pas aux États-Unis et qu'il a échappé à la procédure, mais au moins c'est à la justice de juger. Mais il a plaidé coupable aux États-Unis, il a plaidé coupable. Oui. On est bien d'accord. D'ailleurs, sa première victime le défend. On est bien d'accord. Mais vous dites qu'il faut différencier l'homme de... Bien évidemment. Donc son talent est reconnu. Les critiques par rapport à son film J'accuse sont toutes élogieuses. Le film rencontre un succès, a rencontré un grand succès. Et donc c'est mon seul repère en l'occurrence. Vous dites qu'il n'y a pas de raison. Le talent doit être récompensé. Si l'homme doit être jugé, c'est à la justice de le faire et pas aux féministes. Et deuxième point quand même que je veux pointer du doigt, c'est le deux poids deux mesures en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas eu cette levée de bouclier contre Ladjali, réalisateur en l'occurrence, et lui condamné par la justice du film Les Misérables. Et ces mêmes féministes, quand je vois l'absence de réaction quant à l'affaire Mila, par exemple, oui, donc c'est une idéologie. Oui, mais, il y a derrière l'opposition, il y a une idéologie, d'accord. Donc elle traque tout simplement le mâle blanc à leurs yeux, violeur par essence, d'accord. Et là, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous savez qu'à Ivry-sur-Seine, la ville dans laquelle j'habite. Oui, à Ivry-sur-Seine, la ville dans laquelle j'habite, le film, sous la pression des féministes, a été déprogrammé et on a empêché des gens comme moi d'aller voir le film. Ah oui. C'est normal.
Non, ça c'est pas normal. Alors moi, je veux juste rappeler qu'un film, c'est pas uniquement l'œuvre d'un homme, que pour cette raison-là, moi, Polanski, à titre personnel, je pense qu'il n'avait rien à faire dans cette cérémonie, parce que justement, il nuisait plus qu'autre chose à son œuvre, qui est l'œuvre d'une équipe. Et par ailleurs, je pense que la justice, elle ne se fait pas dans les médias, elle ne se fait pas dans la rue, elle se fait dans des tribunaux. Et si on arrive face à ce genre de circonstances, c'est bien parce qu'à un moment, la justice n'a pas été capable de faire son travail, parce que les femmes, n'étant pas suffisamment écoutées, sachant que de toute façon leur agresseur ne serait pas condamné, n'ont pas déposé plainte au moment où elles auraient pu le faire. Et donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la justice s'empare réellement de ces questions-là, qu'elle ait les moyens d'être à l'écoute des femmes qui sont victimes de violences, pour pouvoir justement faire en sorte que ce genre de fait n'existe plus. Merci à tous les cas.